Alors, bonjour chers étudiants, c'est Dr Medebert. Donc dans la continuité des cours, après l'approche sémiologique, radiologique des tumeurs osseuses, donc vous êtes supposé avoir une approche, c'est-à-dire reconnaître une tumeur osseuse, décrire ses caractères, bénins ou malins, avoir une conclusion radiologique, s'agissant d'une tumeur osseuse bénigne ou d'une tumeur osseuse maligne. Et après, essayer de poser un diagnostic. Alors là, c'est le dernier volet, c'est d'essayer d'avoir une approche à l'impact, c'est-à-dire de poser un diagnostic de la tumeur osseuse. Donc c'est le cours des tumeurs osseuses. Là, j'ai essayé d'énumérer pas toutes les tumeurs osseuses, quelques tumeurs osseuses, les plus fréquentes, ainsi que les signes radiologiques les plus typiques des tumeurs osseuses. Là, j'ai essayé d'enrichir votre cours par plusieurs images radiologiques pour vous faciliter la vie, pour essayer de mémoriser chaque tumeur osseuse. J'espère après ce cours qu'il y aura beaucoup d'étudiants qui vont aimer la spécialité de radiologie et qui vont vouloir faire radiologie après le résidenat. Donc les tumeurs osseuses. Alors, le cours est séparé en deux. Tumeurs osseuses bénignes, tumeurs osseuses malignes. Pour les tumeurs osseuses bénignes, donc selon la matrice osseuse, selon la nature de la tumeur osseuse, il y a les tumeurs osseuses bénignes ostéogéniques, chondrogéniques, fibrogéniques, vasculaires et d'origine diverse. Et ça sera la même chose pour les tumeurs osseuses malignes. Donc, pour les tumeurs osseuses ostéogéniques, la matrice ossifiante de la tumeur se traduit par des condensations. Première tumeur osseuse bénigne ostéogénique, c'est l'ostéome. Alors l'ostéome est très fréquent, le plus souvent est asymptomatique de découverte fortuite. Alors, localisation surtout au niveau de la voûte du crâne, la calvaria, au niveau des orbites, au niveau des sinus. Radiologie, c'est une opacité, voilà ce que vous voyez ici, arrondi ou polylobé, homogène et bien limitée. Rappelez-vous, c'est une tumeur bénigne. Elle est homogène, elle est bien limitée. Voilà ce que vous voyez ici. Donc c'est une opacité, c'est une condensation au sein du sinus frontal. Vous voyez qu'elle est plus dense, encore plus dense que le diplôme. Presque dense que la corticale. Le syndrome de Gardner, bon, c'est un syndrome qui est caractérisé par des localisations multiples, c'est-à-dire des ostéomes multiples. Bien sûr, avec une polypose rectopolique et des kystes sébacés multiples. Deuxième tumeur, bénigne ostéogénique. C'est l'ostéome ostéoïde. Donc il atteint l'enfant. Vous vous rappelez du premier critère sémiologique, c'était l'âge. Il atteint l'enfant et l'adulte jeune, le plus souvent de sexe masculin. Il est fréquent. Alors, l'élément essentiel, caractérisé par des douleurs nocturnes, calmées par l'aspirine. Alors, il peut siéger au niveau des os longs, surtout les membres inférieurs, au niveau de l'extrémité de la diaphyse. Il peut siéger au niveau du bassin, l'omoplate ou rachis. En radiologie, alors, c'est une petite image lacunaire, voilà, petite image lacunaire, voilà. Alors, vous voyez ici qu'il y a une petite image lacunaire, ici, ovoïde, qu'on appelle le nédus. Donc cette lacune osseuse
est appelé nidus. Ce nidus siège au sein d'une zone de condensation, ce qui est là tout autour en blanc, au sein d'une condensation périlésionnelle. Alors là, c'est un peu moins visible. Vous voyez ici une lacune ovoïde verticale entourée d'une zone de condensation. Ça, c'est l'ostéome ostéoïde. L'ostéome, il était homogène. L'ostéome ostéoïde, c'est une lacune, le nidus au sein des condensations. Douleur nocturne calmée par l'aspirine. Toujours, on est dans le tumeur bénigne ostéogénique. Troisième et dernière tumeur bénigne ostéogénique, c'est l'ostéoblastome. C'est quoi? C'est un ostéome ostéoïde géant. Ce que vous voyez ici, ostéome, c'est la même image que l'ostéome ostéoïde, mais il est géant. Il y a une lacune au sein d'une zone de condensation. Bien sûr, cliniquement, c'est des douleurs nocturnes. Toujours l'âge, il survient entre 6 et 25 ans. Localisation rachis, diaphyse, os court, os plat. Radiologiquement, lacune arrondie, voilà, de taille variable, qui ne franchit pas le cartilage du conjugaison, c'est un élément très important, associé à des opacités confluentes, là, ce que vous voyez ici. Alors, parfois, le nidus, c'est-à-dire l'image lacunaire, est calcifiée, avec une sclérose tout autour. Alors, c'est la même image, sur le même patient, vous voyez ici la lacune osseuse et tout autour votre condensation. Et vous voyez bien que c'est bien volumineux pour l'ostéome ostéoïde. Deuxième type de tumeur bénigne, c'est les tumeurs chondrogéniques. La matrice cartilagineuse se traduit par des calcifications. Alors, première tumeur bénigne la plus fréquente de type chondrogénique, c'est l'ostéochondrome. Vérifiez bien, ostéochondrome ou exostose. Alors, c'est la plus fréquente des tumeurs osseuses bénignes. Elle est asymptomatique ou devient symptomatique par compression. Elle est composée d'os spongieux entourés de cartilage, c'est-à-dire de l'os normal, de siège anormal. Donc les exostoses peuvent être uniques ou multiples, siégeant surtout près des genoux en région métaphysaire. Sa base peut être pédiculée ou sessile. Élément très important, ce sont les complications. L'exostose peut dégénérer. Dégénérescence maligne, première complication. Elle peut comprimer par effet de volume les structures de voisinage. Et voilà pour l'exostose. Deuxième tumeur chondrogénique bénigne, c'est le chondrome. Tout à l'heure c'était ostéochondrome, c'est de l'os spongieux entouré de cartilage. Là, c'est le chondrome ou enchondrome. C'est quoi? Donc il siège surtout au niveau des mains, des métaphyses, des os longs, des os plats. Il peut être central, c'est-à-dire dans le canal médulaire ou périphérique. En radiologie, toujours sur une lacune arrondie ou polycyclique, puisque c'est une lésion, c'est une tumeur bénigne à évolution lente, elle va amincir, elle va souffler la corticale osseuse, sans sclérose périphérique. Elle est hétérogène par des calcifications ponctuelles. Alors, vous voyez là, une grosse lacune osseuse, la même chose ici, une lacune osseuse qui souffle
la corticale. La corticale, elle est amincie, vraiment là, elle est amincie, elle est soufflée. La même chose ici, corticale amincie, soufflée. Cette lacune osseuse, comme vous voyez, elle est hétérogène par la présence de multiples calcifications sans sein, qui témoignent du caractère cartilagineux, chondrogénique de la tumeur. Alors, si on a des localisations multiples, c'est l'enchondromatose ou maladie d'Ollier. Troisième type de tumeur bénigne, c'est les tumeurs fibrogéniques. Donc, c'est une matrice fibreuse qui va donner une lacune hétérogène. Alors, sur cette image, qu'est-ce que vous voyez? On voit ici une petite lacune osseuse, diaphysaire, on va dire métaphysaire plutôt. Elle est excentrée, de petite taille. C'est le cortical défect ou lacune corticale métaphysaire. Lacune, première tumeur fibrogénique bénigne, c'est la lacune corticale métaphysaire ou cortical défect. Elle est fréquente, toujours l'âge, elle survient entre 6 et 11 ans. Elle est de siège métaphysaire, elle peut être unique, elle peut être bilatérale et symétrique. Donc, soit sur une lacune centrale ou marginale, excentrée, périphérique, de limite nette, attention, inférieure à 3 cm. L'élément important, c'est que cette lacune est inférieure à 3 cm. On peut avoir parfois un liseré osseux pour circonscrire la lacune. Bien sûr, la corticale, elle est amincée. C'est une tumeur bénigne à évolution lente. La régression est généralement spontanée avec l'âge. Deuxième tumeur osseuse bénigne de type fibrogénique, c'est le fibrome non ossifiant. C'est la même topographie que la lacune corticale. C'est la même topographie et presque la même sémiologie que le cortical défect. Élément de différence, c'est la taille. Donc l'âge de survenue, c'est entre 10 et 20 ans. Toujours le siège métaphysaire, à distance du cartilage de conjugaison. Voilà, il reste à distance du cartilage de conjugaison. Ça reste à distance du cartilage de conjugaison. Donc c'est le même aspect radiologique. C'est une lacune osseuse. Elle peut être hétérogène par la présence de cloisons à l'intérieur. Elle est entourée d'une sclérose osseuse. Toujours une lésion à évolution lente qui va souffler et amincir la corticale. L'élément de différence avec le cortical défect, c'est la taille qui est supérieure à 3 cm. Là, vous voyez bien l'axe, c'est une tumeur bénigne. La zone de transition avec l'os sain est bien définie. La frontière avec l'os sain est bien définie. Il n'y a pas de réaction périostée. Il n'y a pas un envahissement des parties molles. Il s'agit là d'une tumeur bénigne. Alors, un autre type de tumeur osseuse bénigne, c'est les tumeurs d'origine vasculaire. Alors, la plus fréquente des tumeurs, c'est l'hémangiome. La plus fréquente délocalisation de l'hémangiome, c'est la localisation vertébrale. L'angiome vertébrale. Vous voyez bien ici, sur cette reconstruction sagittale en scanner de vertèbres dorsales, vous voyez bien là, cette vertèbre est normale, cette vertèbre est normale, et cette vertèbre a un aspect grillagé. Et sur la coupe axiale, il y a un aspect ponctué. C'est un angiome osseux vertébral qui va entraîner une raréfaction des travées osseuses et donner un aspect grillagé à la vertèbre. Les autres tumeurs d'origine diverse. D'abord, le kyste osseux essentiel.
Alors c'est une infection bénigne de l'os en croissance. Vous voyez bien là qu'il y a un cartilage de conjugaison. Donc ça survient entre 3 et 19 ans. Le plus souvent c'est des patients de sexe masculin. Il est asymptomatique. Le kyste essentiel, il est asymptomatique. Il est souvent révélé par quoi? Révélé par une fracture osseuse, comme dans notre cas ici. Un kyste osseux qui est révélé par une fracture osseuse. Donc c'est une fracture pathologique. Une fracture, c'est un os pathologique. Donc ici sur l'isolant, le plus souvent en région métaphysaire. Voilà. On est dans une région, on est dans l'humérus. C'est l'extrémité proximale. Il y a une lacune osseuse de siège métaphysaire proximal associée à une fracture osseuse, une solution de continuité. Deuxième tumeur, les tumeurs à cellules géantes. Alors, pour le kyste essentiel, élément très important, c'est une infection de l'os en croissance entre 3 et 19 ans. Les tumeurs à cellules géantes surviennent après la soudure du cartilage de croissance, c'est-à-dire à partir de 20 ans. Et elle survient entre 20 et 40 ans. Elle peut être symptomatique. Elle siège sur les l'isolant. Élément très important, elle est épiphyso-métaphysaire. La tumeur à cellules géantes est deux éléments très importants. Elle survient après la soudure du cartilage de croissance, donc à partir de 20 ans. Deuxièmement, elle est épiphyso-métaphysaire. Donc vous voyez que c'est une large lacune épiphyso-métaphysaire centrale. Là, dans notre cas, elle est marginale, elle est excentrée, elle est hétérogène par la présence de cloisons de refond. Là, là, ici, ici, donc elle est trabéculaire. C'est une lésion à évolution lente, donc la corticale est amincie, soufflée. Elle est classée en plusieurs grades. Troisième élément important, elle peut dégénérer. Donc, survient après la soudure du cartilage de croissance, premier point. Deuxième point, elle est épiphyso-métaphysaire ou métaphysaire à développement épiphysaire. Troisième point, elle peut dégénérer. Troisième tumeur, bénigne, le kyste osseux anévrismal. Alors, il survient également chez l'enfant. C'est une infection de croissance. Elle peut régresser spontanément. C'est une lacune métaphysaire ou diaphysaire. Elle n'est pas métaphysaire pure, peut-être métaphyso-diaphysaire ou diaphysaire. Elle est régulière, c'est normal, c'est une tumeur bénigne. Marginale, c'est une tumeur bénigne à évolution lente. Elle va souffler la corticale, elle va l'amincir. Elle siège sur le zone. Élément important, sur l'imagerie de coupe scan ou IRM, on peut voir des niveaux liquidiens, sang liquide. Là, on a fait le tour des tumeurs osseuses bénignes. Quelques caractéristiques les plus typiques des tumeurs osseuses bénignes. Je pense que j'ai bien enrichi les images. Là, on va entamer les tumeurs osseuses malignes. Donc, la même classification. Il y a les tumeurs des tissus ostéoformateurs, les tumeurs d'origine réticulaire et hématopoïétique, les tumeurs d'origine conjonctive, d'origine cartilagineuse, et bien sûr les métastases. La tumeur maligne la plus fréquente, c'est le sarcome ostéogénique, ostéosarcome.
Elle survient entre 10 et 25 ans surtout. Elle peut survenir vers l'âge de 50 ans. Là, il peut s'agir d'une dégénérescence d'une maladie de Paget. Siège sur les os longs, les os plats, l'os iliaque, la mandibule. Les signes cliniques, bien sûr, c'est une tumeur très agressive, donc elle va se traduire par des douleurs, une tuméfaction, donc après envahissement des parties molles, une pince palpable et des signes inflammatoires. Voilà à quoi ressemble un ostéosarcome. Une pièce n'a pas de résection. Il faut savoir que l'ostéosarcome peut être condensant, peut être lytique, comme il peut être ostéolytique, lithico-condensant, avec une forme particulière, le sarcome paraostéal. Donc les signes radiologiques, surtout de la forme mixte qui est la plus fréquente, vous allez trouver une lacune, c'est une tumeur maligne, donc elle est de contour flou, mal défini, le contour irrégulier, c'est une ostéolyse agressive, donc type 1C, type 2 ou type 3 de Lodvik. Elle est hétérogène, par quoi? Par des ondes de condensation. Il s'agit là de la forme mixte, la plus fréquente, la plus typique. La zone de transition, c'est-à-dire la frontière entre la tumeur et l'os, elle est mal définie. Rupture de la corticale, c'est normal, c'est une tumeur agressive. Réaction périostée. Alors, multilamellaire, spéculaire, en feu d'herbe, en rayon de soleil, en épreuve Cogman. L'envahissement locorégional est variable. L'envahissement du canal médulaire, les skips métastases, envahissement des parties molles et envahissement à distance. Toujours dans le sarcome ostéogénique, là voilà la forme ostéolytique. Vous voyez là une lacune osseuse, une ostéolyse. Parfois vous avez carrément une fonte osseuse. Là c'est une ostéolyse avec une réaction POC que vous voyez ici. Il y a une fracture pathologique. Vous voyez ici bien un envahissement des parties molles. Il s'agit là d'une tumeur maligne agressive. La forme mixte qu'on vient de décrire, voilà, vous voyez ici de la condensation, de l'ostéolyse, de la réaction périostée, de part et d'autre, irrégulière, et un envahissement des parties molles. Sur l'image IR1, vous pouvez voir l'envahissement le long du canal médulaire, la tumeur qui remonte, et l'envahissement des parties molles. La forme condensante, donc purement ossifiante, donc c'est une condensation, puisqu'elle est maligne, puisqu'elle est agressive, de limite floue, elle va rompre la corticale, elle va entraîner une réaction périostée en feu d'herbe, en triangle de Cogman, et elle va envahir les parties molles. La forme particulière, le sarcome paraostéal. Si vous vous rappelez du cours de sémiologie radiologique, j'avais dit que la tumeur peut être centrale, peut être excentrée, peut être intracorticale, comme elle peut être périostée. Donc sur le contour externe, voilà là une tumeur paraostéale, c'est-à-dire qui est adjacente au bord externe périosté de la corticale osseuse. Il survient chez l'adulte, siège au niveau de la diaphyse fémorale inférieure. Donc il réalise une condensation osseuse, voilà, c'est une opacité irrégulière, engueulant progressivement la diaphyse avec atteinte corticale et reste tardif. Deuxième tumeur maligne la plus fréquente est le sarcome du Wing. Il survient le plus souvent entre 10 et 25 ans, de sexe masculin, se traduit cliniquement par des douleurs et un syndrome infectieux. Il siège surtout au niveau de la diaphyse des os longs. Il peut siéger au niveau des os plats et au niveau des côtes. Radiologiquement, c'est une ostéolyse étendue. C'est une ostéolyse étendue, vermoulue, mouchetée. Donc on est Lodvik 2 et 3, surtout 3.
vous voyez là, avec condensation discrète de limites imprécises. Il existe une soufflure, puis une rupture de la corticale, voilà. Réaction périostée étendue, ce que vous voyez ici, une réaction périostée qui est étendue, voilà, est très étendue. Là, elle devient discontinue. Lamellaire, spéculée ou éperon de Condman, ce que vous voyez ici, là, il y a un éperon de Condman. L'envahissement des parties molles dans les sarcomes d'Ewing est très important. Troisième tumeur maligne, c'est les hémopathies malignes. La plus fréquente, c'est le myélome multiple. Le myélome multiple ou maladie de Calère. Alors il survient entre 40 et 60 ans. Le plus souvent, c'est des patients de sexe masculin. Se traduit par des douleurs importantes vertébrales et thoraciques. Il peut même exister des localisations hépatiques, spléniques et rénales. Les localisations osseuses sont à disposition axiale, c'est-à-dire crâne, bassin, côte, rachis, puis fémur et hémurus. Les signes radiologiques, c'est des lacunes arrondies à l'emporte-pièce. Vous vous rappelez de Ludwig, c'est une lacune arrondie à l'emporte-pièce. Elle est bien limitée, donc sans liseré de sclérose périphérique. Elle peut rompre la corticale, voilà. Là il y a plein de lésions. Elle peut rompre la corticale, elle peut envahir les parties molles, c'est normal, c'est une tumeur maligne, et elle peut déformer l'os. Autres tumeurs malignes, ce sont les métastases. Alors, elles sont fréquentes dans l'évolution d'un cancer connu ou révélatrices d'un cancer méconnu. La tumeur primitive siège alors surtout au niveau du poumon, au niveau du sein, du rein, de la thyroïde. Ce sont là les cancers ostéophiles. La dissémination se fait par voie hématogène. Alors la métastase peut être ostéolytique, peut être ostéocondensante, comme elle peut être mixte. Alors la forme ostéolytique, elle peut avoir toute forme d'ostéolyse. Les lacunes peuvent être uniques, peuvent être multiples, parfois une fonte osseuse. Elle siège au niveau du rachis. L'atteinte du corps vertébral ne s'accompagne pas d'atteinte du disque intervertébral. Il s'agit seulement d'une spondylite, et non pas d'une spondylodicite. Vous voyez ici une lacune osseuse au sein du fémur gauche. Alors, la forme condensante, donc elle survient dans le cancer de la prostate et du sein. Vous voyez là que cette vertèbre est très dense, cette vertèbre est très dense, cette vertèbre est très dense. Alors il existe une condensation diffuse ou nodulaire en tache de bougie. Ce que vous voyez ici, là c'est un bout d'os normal, et là c'est la condensation en tache de bougie. Là, tout est condensé en tache de bougie. Alors, là on vient de terminer avec les tumeurs osseuses. Bien sûr, en cas de tumeur osseuse maligne, on doit réaliser un bilan d'extension. Alors, les techniques classiques, c'est l'échographie abdominopelvienne et cervicale, c'est la tomodocytométrie, c'est l'IRM et la scintigraphie osseuse. Les techniques plus modernes, c'est le PET scan, tomographie par émission de positons, que vous voyez ici. Là, c'est un scanner thoracique, et vous pouvez voir là des nodules au niveau du poumon, de métastase. Là, c'est un PET scan, c'est-à-dire un scanner couplé à une technique d'émission de positons. Là, c'est un scanner couplé avec les 18 FDG. Donc, réaliser un scanner après l'injection d'un marqueur de 18 FDG. Donc, PET-CT, c'est un appareil hybride couplé avec le TEP scan ou le 18 FDG. Alors, il y a l'IRM tout entier. Soit on réalise une séquence TIR pour voir l'os,
soit on réalise une séquence de diffusion pour le corps entier. Dernier chapitre, le chapitre que j'affectionne beaucoup, c'est la radiologie interventionnelle. Alors, certes, vous connaissez la chirurgie, donc l'ablation chirurgicale des tumeurs osseuses, la radiothérapie et la chimiothérapie. L'autre volet thérapeutique, c'est la radiologie interventionnelle. Il existe plusieurs techniques pour le traitement. Alors, il s'agit de la destruction des tumeurs osseuses par voie percutanée. Ce que vous voyez ici, c'est l'introduction d'une aiguille au sein, par voie percutanée, au sein de la tumeur pour la détruire. Alors pour la détruire, soit c'est la radiofréquence, on utilise des ondes de radiofréquence qui vont chauffer la tumeur, vont la détruire, résultat, une nécrose tumorale, soit à l'aide de micro-ondes, c'est-à-dire l'aiguille émet des ondes micro-ondes, donc même effet, elle va chauffer la tumeur pour aboutir à la nécrose du tissu tumoral. Sinon, par cryoablation, c'est-à-dire introduire une aiguille ou plusieurs aiguilles pour refroidir la tumeur. Donc voilà, la thermoablation par radiofréquence, donc RF, c'est une forme d'électrochirurgie dans laquelle un courant à haute fréquence passe de la pointe de l'électrode dans les tissus adjacents, dissipe son énergie sous forme de chaleur. La chaleur produite dépassant la capacité de refroidissement cellulaire, donc survient une nécrose. Voilà la thermoablation par radiofréquence. L'aiguille est introduite, un courant électrique passe, il chauffe la tumeur est détruite. Alors, ça a un effet sur la tumeur, mais également un effet sur la douleur, donc un effet antalgique. La cryoablation, c'est à faire pénétrer une aiguille, une quinzaine de centimètres de longueur, guidée bien sûr par un scanner. Alors, durant ce traitement, l'aiguille est reliée à deux bouteilles de gaz. Une bouteille qui contient de l'argon sous haute pression, qui va abaisser la température à moins 100 degrés à son extrémité afin de lui former une boule de glace, voilà, au sein de la tumeur. Une deuxième bouteille qui contient de l'hélium pour réaliser une série de cycles de refroidissement extrême, suivi d'un réchauffement à l'hélium qui va amener progressivement les cellules cancéreuses vers leur destruction. Voilà, on introduit plusieurs aiguilles. Voilà, vous voyez là le glaçon qui est formé au sein de la tumeur qui va aboutir à la nécrose tumorale. Dernier volet, la cimentoplastie. Il s'agit d'injecter du ciment, le même ciment qu'on utilise dans les prothèses osseuses, dans une ou plusieurs vertèbres, ou dans un os fragilisé, dans le but de le consolider et surtout antalgique, diminuer la douleur. La cimentoplastie est un traitement palliatif des métastases osseuses. Elle peut être réalisée seule ou en complément après une radiofréquence ou une cryothérapie. Elle est réalisée classiquement à visée antalgique pour les atteintes métastasiques du rachis et du bassin. Elle peut également être utilisée à visée de consolidation de la métastase lytique à risque de fracture. Voilà. Là, on introduit notre aiguille scanner guidée au sein de la vertèbre et on injecte du ciment. Là, voilà la procédure. Vous voyez là une vertèbre qui est tassée. On introduit notre aiguille, on injecte du ciment. La vertèbre va reprendre sa hauteur. Le ciment est consolidé, consolide la vertèbre et diminue la douleur. Voilà. Là, il y a une lacune, il y a une cavité. Donc, on injecte du ciment par voie percutanée, scanoguidée. Ça a un effet pour consolider l'os et éviter les fractures pathologiques et un effet antalgique.
Voilà différents exemples de cimentoplastie. Et tout ça est réalisé par le radiologue interventionniste. Voilà, et je suis ravi de répondre à vos questions sur le forum. Merci.